L'Africain a de l'importance en Occident lorsqu'il parle de ses traditions. Ce n'est pas parce qu'on n'écrit pas qu'on est analphabète. La civilisation orale est antérieure à l'écriture. Dans ce cas, pourquoi pas la tradition écrite? Dans le sens de Amadou Ampateba. Parce que dans les villages, vous avez des gens qui sont en réalité perçus comme des bibliothèques. La plus âgée, justement, comme vous dites, ce géant arrive, décède et qu'il n'y a personne pour prendre sa place. Et je veux dire quelque chose. Chaque individu tient de son importance ou bien de son originalité par rapport à ce qu'il donne de nouveau aux autres. Et c'est-à-dire les populations d'en haut et les populations d'en bas. Tellement ça touche, tellement la théâtralisation est captivante et merveilleuse. J'aimerais savoir quel est le rôle des hommes, des femmes, des enfants dans la tradition orale. On ne peut pas tuer un homme parce un autre est décédé. Vous voyez comment on faisait, on enterre les épouses vivantes pour accompagner leur mari. Moi, je trouve ça problématique. Je dis que c'est un enseignement qui se fait de manière intergénérationnelle ou transgénérationnelle. Une pratique qui déshumanise ou bien qui infantilise, qui instrumentalise l'être humain. C'est bien donc parce que nous sommes en train de prendre conscience de cela et il nous revient donc de mobiliser des dispositifs ou bien des algorithmes fédérateurs pour essayer de faire revivre ces traditions. Quand la parole des anciens rencontre les technologies d'aujourd'hui, alors la mémoire devient un patrimoine vivant. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Bella Bodo, qui est au département de littérature et des civilisations africaines à l'université Yaoundé 1. Vous regardez votre émission Empreinte et aujourd'hui notre invité spécial va nous parler des humanités classiques et de la tradition orale. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, je suis normal. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous savons que vous avez un emploi de temps très chargé. Voilà, donc je crois que c'est un honneur pour moi et pour le département pour lequel j'officie de vous recevoir ici aujourd'hui pour une activité ô combien importante. Je crois que la problématique elle-même, elle est très fondamentale et je crois que nous vous accueillons à bras ouverts dans ce temple du savoir. Voilà. Donc, je suis docteur Bella Bodo, Yannick, spécialiste en littérature orale. Je suis à la base professeur de lycée, de plègue de français. Et je me penche sur les traditions orales, c'est-à-dire les traditions africaines dans ce qu'elles ont de fondatrices, de fondamentales. Donc, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, vous êtes à la maison et nous allons essayer de vous édifier autant que se peut sur des sollicitations que vous avez menées. Merci. Merci docteur, nous vous remercions déjà. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi la tradition orale? Bon, je crois que lorsqu'on parle de tradition orale dans notre contexte africain, il faut déjà faire la différence entre l'oralité, qui est une fonction humaine fondamentale à tout être humain, liée à la parole, et la tradition orale, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques liées à une culture. Donc, quand on parle de culture orale, pour nous, Africains, nous devons savoir que la tradition orale, c'est un ensemble de schèmes, de pratiques liées à nos pratiques communes, à nos pratiques communautaires. Donc, c'est ça la tradition orale. Mais je crois que nous allons revenir sur cette définition, parce que c'est comme un démon, elle va nous suivre tout au long de cet échange. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est que la tradition orale,
c'est l'ensemble des pratiques liées au peuple. En manière simple. D'accord. Mais pourquoi la tradition orale? Bon, tradition orale justement, parce que chaque peuple, fondamentalement, voudrait vendre sa plus-value civilisationnelle, c'est-à-dire les coutumes, les us, les pratiques communes. Et il faut dire ici que c'est à partir de ces pratiques que ces peuples se distinguent des autres. Donc, les traditions orales sont en réalité les clés ou bien les traces de l'originalité de chaque peuple de manière fondamentale. Donc, chaque peuple voudrait se faire connaître à l'universel à partir de quelque chose qui lui est fondamental. Et cette chose fondamentale que je caractérise comme étant la moelle substantifique, culturelle, c'est cette tradition orale. Dans ce cas, pourquoi pas la tradition écrite? Bon, je crois que lorsque on parle de tradition orale, on ne saurait botter de touche la tradition écrite. Parce qu'en réalité, si on reste dans la logique de l'oralité, il peut arriver à un moment que la tradition elle-même, elle perde de ses racines. Parce que quelque chose qui est... La tradition orale, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Il peut donc arriver accidentellement que ceux, c'est-à-dire les porteurs de la tradition, ces géants, en termes d'épistémologie traditionnelle, ne soient plus peut-être là. Donc, cette tradition va se perdre. Donc, à un moment, on est résolu dans l'obligation de la transposer à l'écriture pour qu'on ait une dimension archiviste à la base. C'est un peu cela. Mais il faut quand même savoir que la tradition orale peut prendre une dimension littéraire. Et quand on prend la dimension littéraire, on parle de l'oraliture. Et lorsqu'on la consigne donc dans les écrits, elle devient orature. Donc je crois que ce sont deux éléments fondamentalement importants dans notre contexte. Donc, on ne peut pas uniquement parler de la culture orale. À un moment, il peut arriver qu'elle se dévitalise, c'est-à-dire qu'elle se perde. Donc, pour la maintenir vivante, je crois qu'il est judicieux de la consigner à l'écriture. Et le fait de la consigner à l'écriture, automatiquement, lui donne une dimension épistémologique. Quand je dis dimension, je dirais même scientifico-épistémologique et académique, parce que lorsqu'on a déjà des éléments consignés dans l'écrit, il est plus facile que ces éléments soient exploitables par tout individu qui envisage de le faire. D'accord, docteur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments qui se retrouvent réellement dans la tradition orale? Qu'est-ce que ces géants enseignent? Bon, je crois que lorsqu'on parle de la tradition orale, la tradition orale est un terme générique. Je crois qu'on devrait plutôt parler des pratiques traditionnelles. Parce que les pratiques s'incorporent dans la tradition orale. Parce que la tradition orale elle-même est un grand ensemble. Et sa matérialisation, c'est-à-dire la matérialisation de la tradition orale, se fait à travers des pratiques. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vais être clair. Lorsqu'on parle de tradition orale, la tradition orale c'est tout un ensemble. Il y a les arts. Il y a les arts. Il y a les pratiques culturelles, c'est-à-dire les célébrations culturelles. Bon, maintenant, ce sont ces pratiques culturelles et la matérialisation de ces arts traditionnels à la base qui viennent donner aux traditions orales leur pugnacité, c'est-à-dire leur solidité,
leur importance dans un degré plus ou moins extrême. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que on a préféré s'accrocher plutôt sur le point oral, étant donné que vous avez parlé également de l'art, des pratiques, par exemple la danse, l'écriture, vous avez parlé également des célébrations. Mais pourquoi, en fait, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de oral en fait. Non, justement parce que la civilisation orale est antérieure à l'écriture. Oh, d'accord. C'est-à-dire, la tradition orale est innée au peuple. C'est-à-dire, elle est consubstantielle à la vie. C'est-à-dire, elle existe parce que la vie est. Si la vie n'est pas, la tradition orale n'y sera pas. Donc, c'est quelque chose qui est inné foncièrement au peuple. Vous voyez un peu. Et elle est donc antérieure à l'écriture. Il faudrait d'abord qu'il y ait une culture orale, bien une civilisation orale à la base, avant de lui donner d'autres formes. Et quand je parle de ces formes, on peut également faire appel à sa matérialisation à travers les arts pratiques. Vous avez évoqué tout à l'heure la danse et la musique, ou je ne sais pas trop quoi. D'accord. Docteur, s'il vous plaît, j'aimerais savoir, comment dire? Oui, m'excusez, j'ai pas bien formulé la question. J'aimerais savoir si ce n'est pas dû au fait à la base que les géants dont vous parlez avant étaient analphabètes. Je ne sais pas si je m'explique. Non. C'est une question qui est d'une importance capitale. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'écrit pas qu'on est analphabète. Je l'ai dit dans mon propos liminaire, il y a ce qu'on appelle une épistémologie traditionnelle. Parce que dans les villages, vous avez des gens qui sont en réalité perçus comme des bibliothèques, dans le sens de Amadou Ampateba, c'est-à-dire un vieillard qui meurt. Vous voyez la suite. Donc, c'est une bibliothèque qui se brûle. Donc, c'est une façon de dire que ce n'est pas forcément parce qu'on n'écrit pas qu'on est analphabète. Parce qu'il y a une connaissance qui est consignée dans nos traditions. Et ceux qui la maîtrisent de fond en comble sont aussi des intellectuels. On les appelle vulgairement les intellectuels de la communauté ou les intellectuels de village. Plus nous écrivons, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Et ils ont l'exclusive manie ou bien l'exclusive maestria de intelligentsia de nous les expliquer de manière plus ample et plus efficace. Donc, c'est pas parce qu'on ne sait pas écrire qu'on est analphabète. Je crois que c'est juste un problème de contexte ou de culture, tout simplement. S'il vous plaît, quelle est la différence entre l'art oratoire et la tradition orale? Bon, je crois que c'est c'est trop simple. Lorsqu'on parle de l'art oratoire, c'est-à-dire c'est l'art de bien parler, la séduction par la parole, la bonne diction, le bon langage, c'est ça l'art oratoire. C'est-à-dire des gens qui séduisent la foule par leur maestria linguistique, par leur haute intelligibilité, par leur attitude à mobiliser des facultés adaptées justement pour séduire la foule. C'est ça l'art oratoire. Bon, maintenant, dans la tradition orale, on peut également utiliser cet art oratoire pour enjoliver les pratiques culturelles. Vous voyez, par exemple, moi, je suis de l'aire culturelle du centre, notamment je suis de la Léquier. Quand on fait généralement les témoignages lors des cérémonies funéraires, vous voyez, il faut à la base capitaliser un art oratoire solide pour justement marquer la circonstance. Vous voyez un peu. Donc l'art oratoire, c'est tout simplement l'art de bien parler, de séduire
par le langage. Alors que la tradition orale, c'est tout simplement la matérialisation des pratiques culturelles communes. Même si on peut utiliser l'art oratoire pour mettre en route, en pratique, cette tradition orale. Donc il y a un lien, fondamentalement, un lien intrinsèque entre les deux entités. Docteur, s'il vous plaît, dans quelles occasions est-ce que se pratique la tradition orale? Non, la tradition orale est de tout temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est innée au peuple et elle se vit au jour le jour. Elle se vit au jour le jour. Mais elle est constituée des éléments importants. Quand je parle des éléments importants, on peut voir ici les pratiques culturelles communes. Par exemple, l'initiation à la chefferie, les excisions dans les sociétés où cela se pratique encore. On a même aussi les rites pratiques qui se célèbrent ou qui se pratiquent. Donc, la tradition orale, elle est communément partagée, elle est de tout temps, elle se partage au fil des époques, elle transcende même les époques. Donc, il n'y a pas une période précise pendant laquelle on pratique la tradition orale. Elle se vit tous les jours, mais sauf qu'elle est caractérisée des grands moments qui lui donnent une importance colossale, incommensurablement. Donc, c'est un peu cela. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de moments, en fait, comme vous êtes en train de le dire? Oui, par exemple, la célébration d'une naissance est un élément saillant de la tradition orale. Il y a également les veillées qu'on fait dans les villages la nuit. On dit les contes au coin du feu. Ça, ce sont des manifestations pratiques de la culture orale, bien des traditions orales. Il y a les devinettes. Tous ces grands registres sont des nominatifs importants des fédérateurs de la culture orale, c'est-à-dire de la tradition orale. D'accord, docteur. Quel est le rôle des hommes et des femmes? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'on pourrait initier quelqu'un dans un village et que ça fait partie en fait de la tradition orale. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il peut y avoir des circoncisions, des excisions, je ne sais pas si je prononce bien. J'aimerais savoir quel est le rôle des hommes, des femmes, des enfants dans la tradition orale. Je crois que toutes les catégories de personnes sont importantes, c'est-à-dire ont une plus-value, un apport important dans les traditions orales, c'est-à-dire dans la vie des villages. Mais sauf qu'il y a certaines pratiques qui réfèrent ou bien qui s'identifient à travers certaines franges de la population. Vous voyez un peu. Par exemple, l'excision est exclusive aux femmes. Ce sont des femmes qui sont excisées. Bon, maintenant, l'initiation, par exemple, à la gestion du pouvoir traditionnel, c'est-à-dire la chefferie, c'est une pratique exclusive aux hommes. Les femmes sont misogynisées. Donc, c'est une pratique liée aux hommes. Bon, maintenant, s'il faut parler peut-être de la circoncision, c'est aux petits garçons. Donc, en réalité, la tradition orale est constituée de plusieurs manifestations, c'est-à-dire de plusieurs pratiques. Et il arrive que ces pratiques soient indiquées pour une catégorie de personnes dans la communauté. Mais ce qu'on peut dire de façon globale, c'est que tout le monde a une importance dans la communauté. Qu'on soit enfant, qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit vieillard ou qu'on soit quoi,
on a une importance dans la vie communautaire. Donc, est-ce que la tradition orale est pratiquée dans toutes les sociétés? Bon, est-ce que la tradition orale est pratiquée dans toutes les sociétés? Je l'ai dit tout à l'heure, la tradition orale est consubstantielle à la vie des peuples, puisque chaque peuple à la base a une vie culturelle, une civilisation. Donc, la tradition orale est quelque chose que possèdent tous les peuples, mais sauf que chacun la matérialise à sa façon. En Europe, par exemple, dans la Grèce antique, on parlait de la royauté, notamment avec Zeus, Apollon et tout ce qui était puissant à l'époque. Les c'est vrai, eux, ils sont beaucoup plus dans une culture de la violence. Là, c'est pour eux. Mais chez nous, en Afrique, nous avons également nos pratiques qui nous ont été laissées par l'ancienneté ou bien la vie d'antan et auxquelles nous sommes fondamentalement attachés. Et je crois qu'à un moment, notre vie, nos pratiques communes se définissent par rapport à cette vie d'antan et dont nous avons le travail ou bien l'exigence régalienne de transmettre aux jeunes générations. Je crois que c'est cela. Donc, chaque peuple a une tradition orale, mais c'est la manifestation qui prend des orientations divergentes. D'accord, docteur. Je voulais également vous demander si à un moment donné de l'histoire, les Africains ont toujours recours. Il y a des moments où ils pourraient ne pas avoir recours à la tradition orale. Reprenez un peu cette question. En fait, j'aimerais savoir si, à un moment donné de leur histoire, les Africains pourraient ne pas avoir recours à la tradition orale. Parce que vous avez dit que ça peut se pratiquer tous les jours. Bon, je crois qu'ici, il y a l'idée des... Je ne sais pas si je dois parler des brassages, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la tradition se pratique de tout temps. Mais il peut arriver que cette civilisation soit influencée, par exemple avec le modernisme. Il peut arriver que la vie traditionnelle soit influencée justement par ces vents violents de la modernité. Ça fait donc qu'à un moment, on a tendance à oublier nos pratiques traditionnelles souches pour prioriser le modernisme, c'est-à-dire les pratiques modernes. Vous voyez un peu. Donc c'est cela, parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait, par exemple, un deuil, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas tout ce qu'on a de nos jours. On utilisait nos balafons tout simplement, nos tam-tams, et ça faisait l'affaire. Bon, maintenant, avec la modernité ambiante, c'est beaucoup plus la discothèque qui est à l'honneur, vous voyez. Donc, à un moment, même si, parce que la tradition est quelque chose de fondamental, il est donc difficile qu'elle disparaisse du jour au lendemain. Donc, malgré cette puissance de la modernité, nos traditions continuent autant que se peut à se vivre. D'autant plus qu'il y a certains peuples qui y sont fortement et rigidement attachés. Donc, on ne peut pas dire que nos traditions ne vivent plus. Elles continuent à se pratiquer, mais elles sont vertigineusement influencées par la modernité qui prévaut de nos jours. Justement, parlant de la modernité et de l'utilisation des technologies qui sont en train de prendre de l'essor progressivement, est-ce qu'il n'y aurait réellement pas de risque qu'à un moment donné, la tradition disparaisse? Bon,
Je crois qu'il nous revient parce que si elle a déjà pris beaucoup de coups avec cette modernité dont nous parlons, je crois qu'il y a lieu de trouver des stratégies et les implémenter efficacement pour qu'elles ne disparaissent pas. Première des choses, je ne sais pas s'il faut créer des écoles dans les villages spécialisés dans l'enseignement des pratiques, des coutumes, des us et des traditions. Peut-être il faut partir de là. Et aussi, puisque nous avons la chance d'avoir déjà des outils modernes, essayer de les consigner là-dedans et de les garder jalousement comme étant, et les prodiguer comme étant des enseignements pratiques pour les générations qui viendront demain ou après-demain. Docteur, qu'est-ce que vous proposez en fait? Parce que vous avez donné une stratégie. Qu'est-ce que vous proposez qui sera enseigné dans ces écoles en particulier? Bon, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que la tradition orale, je préfère parler au singulier. La tradition orale, c'est quelque chose, c'est-à-dire un tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, un tout, mais qui a des facettes multiformes. Parce que dans la tradition orale, il y a une dimension didactique, il y a une dimension mystique, il y a une dimension politique, il y a une dimension culturelle. Oui. Donc, quand vous parlez d'enseignement, c'est l'enseignement de toute la vie, si vous voulez, communautaire. C'est l'enseignement de toute la vie communautaire, que ce soit sur le plan de l'initiation à la vie pratique, à la vie commune. Il y a également les orientations mystiques, ésotériques, culturelles, politiques, judiciaires, et je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. C'est la vie dans sa dimension polymorphique. Donc, la tradition orale, si je comprends bien, elle est propre à une culture, à un peuple. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas, par exemple, d'une culture... Non, je ne dis pas. Il ne faut pas dire qu'elle est propre à une culture. Je l'ai dit dès le départ. Tous les peuples du monde ont une tradition orale. Mais c'est l'orientation, c'est-à-dire la matérialisation qui diffère. Est-ce que vous comprenez? La matérialisation. La matérialisation de cette culture. Par exemple, en Europe, je ne sais pas, on n'a jamais pratiqué l'excision, par exemple. L'excision est propre aux peuples d'Afrique, mais pas tous les peuples d'Afrique. Je crois que les peuples du Nord, par exemple, quand on est au Cameroun, c'est au Nord qu'on pratique l'excision. Et je crois dans des pays comme le Sénégal, c'est des pays rigidement adossés sur les pratiques traditionnelles. Là-bas, l'excision et toutes ces pratiques sont de règles. Mais en Europe, je crois que ce n'est pas le cas. Donc, tous les peuples ont une tradition orale, mais c'est la matérialisation ou bien sa pratique qui diffère. Docteur, en fait, ma question, je voulais savoir si quelqu'un, par exemple, qui n'est pas... qui a une tradition, peut comment est-ce qu'il réagit s'il arrive dans un milieu où la tradition est manifestée d'une autre manière? La tradition orale est manifestée d'une autre manière. Je crois que ça rentre dans ce qu'on appelle de nos jours la fluctuation culturelle. Quand on parle des fluctuations culturelles ou bien des mélanges, et dans les mélanges, il y a l'idée des brassages, de l'interculturalité, appelez ça comme vous voulez, mais toujours est-il que lorsqu'on est... on a une culture à la base. On ne peut, puisqu'on est... on doit être un être universel. Ça veut dire que quand on quitte le Cameroun,
on aura d'autres réalités culturelles et on doit s'y adapter. C'est donc ce qui va faire que on va prendre notre culture de base et on va la transporter dans une autre région ou bien dans un autre pays où les pratiques culturelles sont autres. Vous voyez un peu. Et c'est donc ce qui crée l'idée des brassages culturels. Et je veux dire quelque chose. Chaque individu tient de son importance ou bien de son originalité par rapport à ce qu'il donne de nouveau aux autres. Si vous allez par exemple en France, l'Africain a de l'importance en Occident lorsqu'il parle de ses traditions. Oui, lorsqu'il parle de sa culture. Et quand vous commencez à vous manifester culturellement, vous allez voir vous aurez une certaine attraction. Les gens vont venir vous écouter. Mais si vous arrivez là-bas, vous recommencez à leur parler de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, de Molière, ils ne vont pas vous prendre au sérieux. Donc, on a de l'importance parce que nous parlons de ce qu'on a d'original, d'authentique. Donc, notre identité culturelle, c'est quelque chose par laquelle on se définit ou bien on se redéfinit lorsqu'on se retrouve avec les autres. Et c'est cela qui nous donne plus de crédit, plus d'envergure lorsqu'on se retrouve avec les autres. Et on le dit vulgairement, la vie de nos jours ou bien le monde est un carrefour universel. Je dirais un carrefour culturel où les cultures se mélangent et chacun va se définir ou bien valoriser son individualité à travers sa culture présentée comme étant sa moelle ou bien son âme profonde. Docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration ou bien nous donner une explication d'une scène, par exemple, de votre choix en ce qui concerne la pratique de la tradition orale? Oh, je crois que j'ai assisté à une cérémonie funéraire ce week-end. Donc, je vais peut-être vous parler du Nsilaou chez les Ewondo ou bien du Molaou chez les Eton, c'est-à-dire un questionnement par rapport à un décès. Bon, maintenant, il faut quand même faire la différence entre le Nsilaou ou le Molaou dont je parlais tout à l'heure et le Ndongaou. Le Ndongaou, c'est quand on dit, on essaye de dresser la biographie du décédé et les causes du décès. Alors que le Nsilaou ou le Molaou, c'est un ensemble de questionnements par rapport au décès. Vous voyez un peu. Et dans les villages, c'est une pratique canonique qui est très attractive. Parce que lorsque vous la vivez, vous avez comme l'impression d'être dans les soutes de la tradition. Tellement ça touche, tellement la théâtralisation est captivante et merveilleuse que vous vous sentez bien dans la peau. Donc, chez nous, les Etones, par exemple, pour matérialiser cela, il y a d'abord l'interpellation de la foule. On dit Nchenganke, Nchengekwe, c'est-à-dire les populations d'Ao et les populations d'Amba. C'est-à-dire donnez la voix pour que je prenne la parole. Et quand celui qui preste va donc prendre la parole, il va d'abord commencer par sa présentation. Par exemple, Mene Bela Bodo, Mobakaha, encore bon. C'est-à-dire, je m'appelle Bela Bodo, je viens de Bekassa, de Nkorbon. Quand il s'est donc présenté, il va dire, je suis par exemple le petit-fils de Jean-Paul Biléry, qui est mon grand-père. Je viens ici, dans ce deuil, parce que j'ai appris que mon ami tel est décédé, et je voudrais qu'on me dise
ce qui s'est passé pour qu'il décède. Et vous savez, généralement, chez les peuples Iton, par exemple, on ne mange pas la banane pendant la cérémonie du deuil. Vous savez pourquoi? Le régime de banane, c'est comme la famille. Et dans la famille, il y a les membres. Et ces membres réfèrent aux doigts de la banane. Et ces doigts de la banane, vous allez vous rendre compte que le régime est comme ça. Les plus petits doigts sont en bas et les plus grands sont en haut. Vous voyez? Donc, quand on est déjà en haut, on suppose que l'homme doit mourir peut-être à 70 ans. Donc, si un enfant de 40 ans meurt, ça veut dire qu'il y a problème. Parce que le doigt de banane tombe lorsqu'il est déjà mûr. Et oui, et pour qu'il tombe, donc, il faudrait qu'il soit déjà vraiment bien mûr. Il faut donc déjà être ici, à 70 ans et plus. Et plus, oui. Quand un jeune de 40 ans peut-être ou de 30 ans meurt, ça pose problème. Ça veut dire qu'il n'a pas mûri pour qu'il tombe. C'est donc une mort accidentelle ou bien provoquée. Ça veut dire qu'on est venu l'arracher du régime, c'est-à-dire de la racine familiale, pour l'amener. Vous voyez un peu. C'est pour cette simple raison que chez nous, les Étones, on ne mange pas la banane pendant la cérémonie du deuil. Parce qu'on suppose que le membre de notre famille a été arraché par force avant le temps de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on finit donc, il finit donc de questionner, on va passer à la narration. Il y aura une justification. Et cette narration est constituée des paroles de sagesse. Les paroles de sagesse. Et vous savez que et quand on parle des paroles de sagesse, c'est généralement les énoncés proverbiaux. Est-ce que vous nous donnez quelques exemples, s'il vous plaît? Oui, quand on dit par exemple, c'est-à-dire les plus petits ne vont pas dans le cercle des grands. Vous voyez? Et il y a toute une symbolique, une façon de dire que lorsque on va faire le silaou ou le molaoula, c'est une activité qui est réservée soit aux personnes plus âgées ou bien aux jeunes, mais possède une puissance en termes d'enseignement traditionnel de manière fondamentale. Donc pour le faire, il faut avoir une base solide en termes de connaissances, en termes d'enseignement pratique lié à la tradition. Parce que n'importe qui ne peut le faire. Parce que pour prendre même déjà le courage de se présenter dans une cour qui a plus de 1000 personnes, il faut avoir une énergie vitale digne de ce nom. Est-ce que tout le monde peut être guide pour la tradition orale? Non. Tout le monde ne peut pas être guide. Bon, peut-être à des degrés divers. Mais je crois que guide, quand on parle déjà de guide, il faut avoir une bonne maîtrise de la tradition. Donc, l'exclusive enseignement ou bien l'exclusive travail, l'exclusif travail, autant pour moi, à ce niveau est lié aux personnes âgées, je dirais même très âgées. Je suis allé faire une recherche à l'ouest, chez les peuples Baloum. Et lorsque je suis arrivé là-bas, je suis allé voir la personne, ou bien l'homme le plus âgé du village. Il est décédé il y a 5 ans aujourd'hui, Massatem. Lorsque vous le voyez, vous avez véritablement l'impression que vous êtes où il faut. Parce que tout ce qui se passe dans le village, on doit faire appel à lui. Même le chef traditionnel, quand il doit prendre une décision, c'est lui qu'il vient d'abord consulter avec tout le conseil de notables. Vous voyez. Donc, on ne peut pas dire que n'importe qui peut être guide de la tradition. Peut-être dans un degré moins, avec une crédibilité qui n'est pas la même. Mais je crois quand même que
parler de guide en matière de tradition orale, il faut être un ancien, véritablement un ancien, intellectuellement capé en termes de valeurs traditionnelles pour le faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas de classe? De cette façon, on se comprend. Un peu comme à l'université, on va dire, bon, lorsque vous atteignez la licence, vous êtes capable, vous avez un certain nombre de connaissances. Et avec ça, vous pouvez éduquer peut-être les plus jeunes ou les plus petits sur un certain nombre de choses. Est-ce que au niveau de la tradition orale, il n'y a pas de, je sais pas, j'allais dire de grade, bien d'étape, de niveau, où au fur et à mesure qu'on avance, on a une certaine maîtrise? Dans des villages, je crois que la stratification est un peu différente. Ça ne se fait pas par catégorie d'âge, mais justement par catégorie de pouvoir. De pouvoir. Justement, et je pèse bien mes mots quand je parle de catégorie du pouvoir. Parce que dans les villages, il y a ce qu'on appelle les initiés. Et je crois que ces initiés donc, ont l'exclusif pouvoir de faire certaines choses. Et ceux qui ne sont pas initiés ne peuvent pas faire ces choses. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que dans l'enseignement traditionnel, il y a deux paramètres, c'est-à-dire un double prisme. Il y a quelque chose qui est là, que tout le monde peut faire, et des choses que tout le monde ne peut pas faire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'anguille sous roche. Parce que la tradition a une dimension mystique, à la limite même ésotérique. Donc, l'exclusif pouvoir pour matérialiser cette dimension mystique, je crois que ce sont des initiés ou des personnes plus âgées ou trop âgées qui ont une énergie vitale capable de pouvoir justifier certaines choses qui ne sont pas de l'ordinaire. Parce qu'il y a une dimension métaphysique dans nos traditions que tout le monde, que tout être ordinaire ne peut cerner de manière efficace. Bon, j'allais vous demander si vous pouvez nous donner quelques exemples de choses que tout le monde peut faire. Où on n'a pas besoin forcément d'être initié. Bon, je crois que une cérémonie peut être comme la célébration d'une naissance, la célébration de la fête au village. Toutes les catégories y sont invitées. Toutes les catégories. Nous sommes des récoltes, par exemple. Les enfants participent. Les femmes participent. Et tout cela viennent derrière les hommes qui les accompagnent. Oui. Donc c'est une pratique à laquelle tout le monde a droit de citer. Bon, maintenant, si on doit peut-être parler de l'initiation d'un chef traditionnel, vous voyez que cela nécessite un cercle fermé. Bien sûr. Oui. Docteur, s'il vous plaît, vous avez parlé tout à l'heure du fait que ce sont des personnes les plus âgées et les plus assises qui peuvent parler de la tradition orale, qui peuvent donner ces connaissances aux autres. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de citer. Justement. Comment est-ce que cela se passerait si la personne la plus âgée, justement, comme vous dites, ce géant, décède et qu'il n'y a personne pour prendre sa place? Je dis que c'est un enseignement qui se fait de manière intergénérationnelle ou transgénérationnelle. Donc, pendant que la personne la plus âgée est là, il va donc pérenniser l'enseignement de ces pratiques au jour le jour. Bon, maintenant, dans certaines sociétés, par exemple, chez les habitants au sud du Sahara, il y a ce qu'on appelle là-bas les griots. Ce sont eux donc qui sont les enseignants du peuple. Donc, c'est une catégorie d'individus réservés pour pérenniser la culture. Les griots. Et ce sont eux que l'on voit dans les cours royales lorsqu'il y a des manifestations. D'accord.
Docteur, comment ça se passe avec les animaux? Par exemple, nous, lorsqu'on parle de tradition orale, on sait que ça va être perpétré, comme vous le dites, de façon générationnelle. Je crois que vous voulez parler de la fonction communicative qui est intrinsèque à tous les êtres. Je ne parle pas seulement des hommes, Oui. mais aussi des animaux. Oui. Donc, je crois que il y a l'idée de cette communication, de cette idée de fonction communicative fondamentale à chaque individu. Mais chez les hommes, elle est liée à la parole. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que tous les individus communiquent. Tous les individus communiquent. Par exemple, quand on entend le chant du coq au petit matin, on sait déjà que c'est la matinée. La matinée. Donc, même avec les animaux également participent de la tradition orale, même si ce n'est pas dans le sens immédiat du terme. Mais ils peuvent donner des indicateurs peut-être liés au temps, par exemple. Oui. Donc, c'est un peu cela. Donc, je crois qu'au lieu de parler de l'implication, vous voulez parler de l'implication des animaux dans la tradition orale. Donc, il faut savoir ici que même des animaux ont une plus-value dans la tradition orale puisqu'ils permettent de donner certaines indications, peut-être liées au temps. Et il y a même quelque chose que j'allais oublier, allant toujours dans le même sens. Parce qu'à une époque, quand on entendait par exemple les cris d'un hibou, on sentait qu'il y avait un malheur en présage. Il y a également les aboiements intempestifs des chiens dans la nuit. C'est-à-dire les chiens commencent à aboyer avec une tonicité véritablement inquiétante. En ce moment, les anciens vous disaient qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc, les animaux également ont une importance pour la véhiculation ou bien la mise en pratique de la tradition orale, parce qu'ils éveillent, ils avertissent, ils donnent des prémonitions pour prévenir les individus par rapport à certaines situations apocalyptiques auxquelles les communautés pourraient être confrontées. Est-ce que c'est en rapport avec le côté mystique ou ésotérique, comme vous le dites? Oui, effectivement, je crois qu'on l'a déjà dit, mais de manière substantielle. Donc, dans nos traditions, il y a une dimension ésotérique, magique, je dirais même magico-mystique ou ésotérico-diabolique, ou satanique même à la mesure. Docteur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui peut constituer les limites de la tradition orale? Les limites. S'il y en a, bien sûr. Bon, peut-être la question est mal posée. Je ne sais pas si vous pouvez la réorienter, ou bien lui donner une autre articulation. En fait, j'aimerais savoir quelles sont les limites de la tradition orale. Bon, parler de limites, moi je dirais non. Mais il faut quand même voir le fait que les traditions orales sont influencées par la modernité. Premier indicateur. L'autre indicateur, c'est que à un moment, on ne devrait même pas parler de limites, mais on devrait peut-être plutôt parler des excès. Des excès. Effectivement, parce que dans les pratiques culturelles, il y a certains excès. Je peux parler ici des sacrifices à l'époque. Là, ce sont des excès. À l'époque, on disait quand un chef meurt, on doit l'enterrer avec ses épouses. Vous voyez. Là, ce sont des excès de la tradition.
Les excisions, ce sont les excès de la tradition. Donc, on ne devrait pas parler des limites, mais je crois que des excès parce que la tradition orale, dans ses pratiques, a certaines situations qui sont appréciées comme étant excessives. D'accord. Ou bien dolosives, si vous voulez. Est-ce que, comme la colonisation, la tradition orale porte en elle-même les germes de sa destruction? Sa destruction. Bon, moi je pense que ce qui peut orchestrer la destruction de la tradition orale, ce sont ces excès. Les excès. Oui, que je viens d'évoquer. À un moment, j'ai comme l'impression qu'il faut rationaliser les pratiques liées à nos traditions orales. C'est-à-dire qu'il faut les rationaliser, les moraliser. C'est-à-dire leur donner une coloration ou une connotation beaucoup plus morale. Docteur, qui est en mesure de faire cela? De donner ces stratégies pour limiter les excès. Justement, puisque la société fonctionne toujours avec des consensus. Quand on parle de consensus, en réalité, une catégorie d'individus susceptibles de prendre des décisions dans les communautés. Et pour qu'ils le fassent, parce qu'ils sont foncièrement influencés par des traditions, il faut donc peut-être faire un éveil pour les amener à apprécier eux-mêmes le bien fondé de ces pratiques qui sont matérialisées. Et là donc, on va faire un tri méthodique de ce qui peut être et de ce qui ne peut pas être pour le bien de la communauté. Mais à un moment donné, est-ce que ça ne va pas... Est-ce que les excès-là ne constituent pas une caractéristique même de la tradition orale? Je veux dire, si on enlève, si au fur et à mesure, à chaque fois on trouve que quelque chose est un excès et au fur et à mesure on racle, on enlève, on racle, on enlève. Non, ce qui est excès est excès. Et ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. On peut pratiquer nos traditions orales sans toutefois avoir besoin de mettre en exergue certaines pratiques. Même si il faut dire ici que la vie fonctionne avec des sacrifices. Mais il faut sacrifier ce qui peut être sacrifié. C'est ça le problème. Parce que la vie fonctionne avec des chartes principielles qu'il faut respecter. Oui. Bon, maintenant, il y a des excès. Et ces excès, il faut essayer de les balayer pour mettre en branle une pratique qui soit beaucoup plus morale, beaucoup plus rationnelle, je dirais rationalisante, qu'une pratique qui déshumanise ou bien qui infantilise, qui instrumentalise l'être humain. On ne peut pas tuer un homme parce qu'un autre est décédé. Vous voyez comment on faisait, on enterre les épouses vivantes pour accompagner leur mari. Moi, je trouve ça problématique. Donc, c'est un excès qu'il faut balayer de nos traditions. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres excès que vous pouvez nous citer? Bon, je crois que celui-là, c'est quand même l'illustration la plus manifeste. Mais les excisions également sont des abus. Les excisions, ce sont des excès. Vous ne pouvez pas escamoter ou bien raboter, excusez-moi du terme, c'est un peu violent, le clitoris d'une femme juste parce que vous voulez qu'elle n'ait pas cette saveur de jouir de sa sexualité avec d'autres hommes. C'est une façon de la tuer. C'est une façon de la déshumaniser. Et il faut voir comment cette excision se fait. Il n'y a même pas question peut-être
d'anesthésier la personne. On coupe le clitoris et ces douleurs et ces plaies parfois qui s'infectent et le sexe de la femme devient un simple objet, quelque chose qu'on peut manipuler n'importe comment. Parce qu'il y a une dimension humaine. Justement. La dignité humaine, la dignité de la femme, elle est vandalisée. Vous voyez. Donc, voilà quelques exemples manifestes de ces excès que nous retrouvons dans nos pratiques traditionnelles ou culturelles communes. Merci, docteur. S'il vous plaît, en regardant votre caméra, est-ce qu'il y a un mot que vous pouvez donner à la jeunesse, aux Camerounais et aux Africains en général? On constate que nos traditions sont en train de se dévitaliser de leur essence, de leur fondement à la base. Et la modernité prévaut ou bien règne désormais en maître absolu. C'est bien donc parce que nous sommes en train de prendre conscience de cela et il nous revient donc de mobiliser des dispositifs ou bien des algorithmes fédérateurs pour essayer de faire revivre ces traditions. L'objectif fondamentalement ici est d'essayer de continuer à pérenniser cette tradition à travers des enseignements quotidiens. Et je crois qu'un échange comme celui d'aujourd'hui est déjà une passerelle qui me semble efficace pour initier, poser des jalons justement pour que cet enseignement soit continuel. Merci, docteur. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé et pour cet entretien assez enrichissant. Merci beaucoup. Je crois que ce n'est qu'un premier essai. La gibecière est pleine. Nous allons mettre à votre disposition cette richesse culturelle que nous avons ici dans ce département. À chaque fois que vous allez nous solliciter, je vous rassure, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin en termes de tradition, en termes de littérature, en termes d'enseignement, en termes de mise en exergue des éléments liés à notre anthropologie, à nos civilisations, à nos cultures, bref, à notre moelle substantifique qui n'est autre que notre vie traditionnelle africaine. Merci beaucoup, docteur. Merci.